dans les cellules épithéliales de l'intestin prend le contrôle de la multiplication cellulaire et du renouvellement des cellules lésées dans l'intestin d'abeille à partir des cellules souches. Et donc, il n'y a plus la possibilité du renouvellement des cellules qui ont été meurtries par le parasitisme du parasite. Le parasite conduit à une perturbation endocrinienne à l'intérieur de la ruche. On croyait que c'était, dans l'étude qui a été faite, on imaginait que c'était des résidus de produits phytosanitaires qui étaient à l'origine de cette modification des flux de phéromones à l'intérieur de la ruche. Or, la démonstration a été faite que c'était le parasite insecte qui provoquait ces perturbations endocriniennes et qui rend des abeilles juvéniles adultes avant l'âge. Enfin, la présence massive de ces parasites sur l'épithélium cellulaire empêche la mobilisation d'une ressource présente dans l'intestin d'abeille qui va permettre le plein développement de la défense immunitaire de l'abeille contre le parasite. Parallèlement à ces deux phénomènes de parasitisme externe et interne, qui tous les deux contribuent à la baisse de la défense immunitaire des abeilles, nous avons également d'autres virus présents dans l'environnement qui se développent de manière épisodique et souvent en rapport avec la perte de la ressource pollinifère et nectarifère, comme par exemple ce qu'on appelle nous en apiculture la maladie noire, qui est le CBPV, pardon. Le CBPV, qui est une maladie qui a été découverte par un chercheur qui s'appelle Bailey en Angleterre, qui a fait des corrélations immédiates entre la baisse de la ressource globale et le nombre de ruches et d'abeilles présentes dans le milieu. Et le problème que nous avons au cours du temps, c'est aussi l'évolution du paysage botanique lié aux spéculations agricoles, mais aussi liées au mode d'entretien du paysage. On a une douzaine de virus présents dans les ruches, autres que celui que je vous ai présenté précédemment. Et on en a un en particulier qui se développe de manière importante actuellement, qui est le PQCV, et dont le développement est directement lié au noséma apis, mais également au noséma cervix. Ce que nous avons vu également dans les études portant sur le noséma, c'est que des résidus de produits phytosanitaires en très faible masse dans le bol alimentaire des abeilles, qui n'ont normalement pas d'effet létal sur les abeilles, en présence de ce parasite interne, ces résidus deviennent extrêmement toxiques. On amplifie la toxicité d'une substance d'origine d'activité humaine, mais on peut aussi imaginer que d'autres substances naturelles, comme par exemple des alcaloïdes comme ceux qu'on peut retrouver dans les monoculacées, on peut imaginer que ces substances-là, leur toxicité serait amplifiée également par la présence de ce parasite. Alors, dans le cadre des activités du réseau biodiversité, nous nous occupons beaucoup de la problématique du paysage botanique des abeilles et de leurs ressources. Car il ne vous échappe pas qu'il est difficile aujourd'hui de faire un bouquet de fleurs sauvages en parcourant les prés de la région parisienne, car d'abord il n'y a plus de prés, et que l'ensemble du paysage botanique est canalisé par des modes d'occupation de l'espace qui réduisent très massivement à la fois les ressources spontanées et subspontanées, mais également les ressources liées à l'agriculture. Quand on regarde les bols alimentaires des abeilles des années 50 et quand on les compare au bol alimentaire actuel,
les choses changent du tout au tout. On a des végétations qui constituaient le principal de la ressource, comme par exemple le sainfoin, qui ont complètement disparu. Alors, si on cherche à creuser un peu plus, on va prendre des cas négatifs de mode de gestion de l'espace qui conduisent à cette raréfaction de la ressource pollinique. Et on va voir que parmi les outils qui conduisent à cet état de fait, on a des effets très importants qui sont liés à des décisions structurantes de gestion de l'agriculture, comme notamment la réforme de la PAC de 92. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la réforme de la PAC de 92 ? Avec la réforme de la PAC de 92, on passe d'un financement de l'agriculture, d'une aide à l'agriculture, à la matière produite par l'agriculteur, chaque quintal de blé étant subventionné, on passe à un autre mode de financement de l'agriculture lié à l'occupation de l'espace. Je cultive 10 hectares, je suis subventionné sur les 10 hectares que je cultive. Mais pour que le contrôle de la bonne distribution des fonds et de la bonne utilisation des fonds par l'agriculture puisse se faire, il faut que l'agriculteur cultive jusqu'à sa bande de propriété. Alors ça a conduit à un effet absolument désastreux, en particulier quand on est en présence de forêts de futaies, c'est que ça a conduit à la disparition des lisières forestières. Or, il se trouve que les lisières forestières, c'est l'élément le plus riche de la forêt, parce qu'il se constitue en lisière des forêts, en lisière en général, il y a d'autres espaces, ce qu'on appelle un effet écotone, ce qui signifie que quand deux milieux différents s'interpénètrent l'un à l'autre, on a là une zone d'enrichissement du milieu. Et dans le cas de la lisière forestière, il se trouve que cette zone intermédiaire entre la forêt et l'espace ouvert est une zone qui est colonisée par des végétaux qui, pour la plupart, sont intéressants pour l'agriculture. Ce sont des arbres ruisseaux, des arbres fruitiers, des ronces, du lierre, des aubépines, des pruneliers, et ces végétations ont complètement disparu. En fait, on se rend compte que entre les branches maîtresses des arbres que vous voyez là et le sol que vous voyez là, on a un espace qui n'est plus du tout fonctionnel. On a d'autres modes de gestion de l'espace, cette fois-ci, on va dire non agricoles, comme par exemple les bandes d'autoroute, où se sont généralisées des pratiques comme la tonte chimique, qui vont empêcher la montée à fleurs et la grenaison d'espèces, comme dans ce cas-là, les plantes grillées sont du sainfoin. Et donc, tout ça, ça va constituer une perte importante pour l'ensemble du milieu. On voit là un autre exemple de tonte chimique, où quand on voit de loin à la vue de près, on voit que toute la partie à droite, les fleurs tombent, car un produit à base de glyphosate a été utilisé à très faible concentration, ce qui va conduire à la disparition de l'ensemble des dicotylédones et le développement important des monocotylédones, et en particulier des graminées, que vous voyez là, qui sont pour la plupart des espèces spontanées, et qui n'ont aucun intérêt pour l'agriculture. Ensuite, si on regarde le paysage agricole, on va d'abord voir des espaces immenses. On va avoir des espaces également, ce que Gilles Clément appelle le tiers paysage, en référence au tiers monde, au tiers état. On va avoir ces espaces-là qui vont être également soumis à la pression de l'agriculture, avec par exemple ici un désherbage absolument inopportun et même illégal d'un chemin enherbé qui peut porter une ressource. Alors là, on a déjà le problème de l'immensité du champ et d'espaces comme celui-là qui peuvent avoir un intérêt, ça c'est un champ de luzerne qui est partiellement en fleurs.
mais on a aussi une régulation de la surface de ces espaces interstitiels qui sont les dernières zones refuge d'une flore et d'une faune qui a un intérêt dans la fonctionnalité du système. Alors, à contrario, si on a des déserts végétaux, on a également des moments de pléthore qui ressemblent donc à des oasis, un peu comme la logique de l'oasis et du désert, ce qui est le cas là avec une floraison de champs de luzerne. Mais cette floraison va être va durer peu de temps dans l'année, alors que le système biologique de la ruche, lui, nécessite une ressource depuis le réveil de la végétation au mois de mars jusqu'à l'automne, au mois de novembre. On est complètement à l'inverse des besoins biologiques de la ruche.